Bonjour à tous, et j'ai un peu craqué cet été après avoir acheté il y a longtemps le Handlers et le Agent Guide pour Delta Green, donc la nouvelle version. J'ai acheté un lot cet été pour le plaisir de me dire ah c'est quand même bête parce que c'était vachement bien et j'aime bien comme beaucoup de gens avoir du physique et entre-temps j'avais acheté le Humble Bundle, ils sont sortis un gros PDF, enfin une grosse série de PDF avec toutes les campagnes et machin. Et donc j'ai vu le paquet, j'ai craqué, je me suis fait aller au plaisir. Donc je me suis retrouvé avec une dizaine de bouquins Delta Green, un peu moins, sur les mains. Et je les ai lus cet été tranquillou. Et maintenant, vu que je suis un peu en vacances décalées, je me suis dit, bah, quoi de mieux pour vous, avec Archeleos qui va sortir bientôt en VF Delta Green, que de lire ensemble, de faire un survol en fait de cette gamme-là, et de tout ce que j'ai pu découvrir à ce sujet. Donc parce que ça me semble un peu, le bouquin de base est un peu enfin un peu gros, et après les autres c'est surtout des scénars. Je me suis dit autant commencer soft avec Le Labyrinthe, qui est un drôle de bouquin, qui n'est pas forcément une suite de scénars, qui n'est pas exactement comme Countdown ou Eyes Only ou les bouquins qui étaient sortis pour la première édition, à savoir uniquement des compléments et des suppléments d'organisation ou d'aspects du monde de Delta Green qui peuvent être utilisés. Mais c'est l'idée justement d'utiliser à la fois de manière positive et négative des organisations directement en termes de jeu, avec comment ces organisations peuvent être utilisées, comment elles peuvent intervenir de manière positive et négative, avec une sorte de mini-scénario qui se déroule pour chacune d'entre elles. Donc voilà, sans perdre plus de temps, on va un peu rentrer dans le vif du sujet. J'aime beaucoup les bouquins, je dois dire, ils ont des couvertures mates avec le titre qui est un peu renforcé au-dessus. Les tranches, je les trouve assez moyennes, par contre, je trouve que c'est bon, c'est pas terrible, c'est juste un gros truc noir, un machin. Et les quatrièmes de couverture sont toujours super chouettes avec les illustrations glauquissimes de Denis Detwiller qui a pris principalement, qui est le principal illustrateur, il y en a d'autres, mais de cette nouvelle gamme. Il faut savoir que c'est toujours les mêmes mecs qui font ça depuis 20-25 ans. J'ai un souvenir ému, gamin, d'allant alors Myths et légendes à Rennes, en traînant mon père pour qu'il m'achète un bouquin de jeu de rôle. Et j'hésitais entre Delta Green et Vampire la Mascarade, et il a feuilleté vite fait Vampire la Mascarade, il a fait tu prends Delta Green. Bien mal il en a pris parce que je pense que Delta Green est quand même beaucoup plus hardcore sur pas mal de trucs. Bref, passons. Donc, on a une petite introduction évidemment de nos bonnes gens de Delta Green qui nous expliquent un peu comment utiliser ces organisations. Et encore une fois, c'est des organisations qui sont faites à la lueur du nouveau Delta Green. Donc, si vous n'êtes pas au courant, l'idée c'est que Delta Green est sorti dans les années 90 avant X-Files, c'est très important. Enfin, c'est ces trucs qu'aiment bien dire les mecs de Dark System Dream, c'est qu'en fait, ils ont eu l'idée de faire Delta Green pour juste avant que X-Files sorte. Et pourtant, tout le monde leur a dit, bah, votre truc, c'est comme sur X-Files. Donc l'idée, si vous ne la connaissez pas, c'est qu'ils voulaient faire du Cthulhu dans les années 90, donc à l'époque, c'était l'époque moderne. Sauf que Cthulhu 90, c'était pas terrible. Il y avait des suppléments, mais c'était pas géniaux. Notamment, il y a cette couverture avec un hélicoptère qui survole un espèce de gros chtonien. Enfin, c'était un peu débile. Et les scénarios n'étaient pas ouf. Et donc, ils avaient l'idée de... Un, ils voulaient faire un truc un peu, pas réaliste, mais essayer de construire quelque chose d'assez dense qui puisse marcher pour jouer dans l'époque contemporaine. Et surtout, ils voulaient dépasser le problème une dilettante, un archéologue, un professeur en ethnologie et un ancien flic se retrouvent tous ensemble pour chasser sur le surnaturel. Donc, ils ont créé Delta Green, qui était une sorte de jeu conspirationniste qui se passait, ou dans lequel vous jouez des agents du gouvernement américain qui bossent eux-mêmes pour Delta Green, qui est une sorte de société secrète dans le gouvernement américain qui a pour but en fait de préserver les petits ricains de tous les problèmes de Cthulhuid, etc. etc. Et l'idée, c'est que ça, c'était vraiment les années 90. Il y avait des petits gris qui sont toujours là. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans le zeitgeist. Vraiment, dans les années 90, on est en plein X-Files, on est en plein Millennium, Dark Skies. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de séries qui tapaient là-dessus. Et Delta Green, cette nouvelle mouture, a été faite, je crois, dans la deuxième partie des années 2010. Donc, post-11 septembre, post-War on Terror, Patriot Act et compagnie. Donc, une espèce de revalorisation un peu encore plus récente de Delta Green, où là la situation évoluait, plutôt qu'avoir, même si l'espèce de conspiration qu'on appelle les cowboys de Delta Green avec des cellules existe toujours, il y a un nouveau Delta Green qui s'est formé, qui s'appelle le Programme, qui a été fusionné avec un ancien ennemi de Delta Green qui était Majestic 12, qui était une sorte de super, enfin des hommes en noir qui se sont fait un peu manipuler par les Migos. Et donc le programme est encore plus cruel parce qu'il est pseudo-officiel.
mais il a encore moins d'informations sur ce qui se passe. Et la différence avec le vieux Delta Green, vraiment, c'est que là, l'emphase est mise sur il faut que les joueurs en sachent le moins possible quand ils commencent l'aventure. Donc quand ils ont un briefing, il faut ensuite que les joueurs accumulent juste ce qu'il faut d'informations pour neutraliser la menace ou finir le scénario. Il ne faut pas qu'ils en apprennent plus, sinon il y a des risques qui deviennent complètement fous. Et dans tous les cas, le côté, disons, je joue un agent du gouvernement, je suis super balèze, est très vite mis en péril et complètement détruit parce que vont rencontrer en fait les joueurs. Donc il y a moins des côtés grandiloquents qu'il y avait dans la première édition, comme la Karateka, qui étaient des anciens nazis, ou des trucs un peu du genre, enfin Saucer Watch aussi un peu disparu, qui étaient des gens qui étudiaient les UFO, pour se reconcentrer sur une approche parcellaire du mythe, qui des fois essaie de cacher son nom d'ailleurs. Il n'y a pas souvent l'utilisation du nom Nyarlathotep et compagnie, il y a beaucoup d'alias, beaucoup de choses pour un peu réinventer la chose. Donc voilà, j'ai fermé ma parenthèse, et on va pouvoir passer un petit peu, vous voyez, enfin là, c'est toujours assez sympa au niveau de la maquette, ils font des trucs assez bien. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus les pages sont assez tendues, donc c'est toujours assez plaisant à lire pour les gens qui n'aiment pas trop lire des petits textes. Donc ça c'est toujours le modèle un peu Delta Green avec une image un peu ambiguë. Le titre du chapitre est une citation qui est absolument glaçante, toujours. Et là, elle n'hésitera pas à briser la bouteille de lait contre le comptoir en marbre de sa cuisine et pour enfoncer le tesson dans la gorge d'un agent. Ça promet. Donc voilà, l'idée c'est que vous avez 8 organisations qui sont présentées, 4 alliés potentiels et 4 antagonistes potentiels. Chacun va avoir son propre historique, ses propres moyens, donc il y en a qui sont plus ou moins importants, et chacun en fait surtout on vous explique dans le bouquin comment les utiliser pour les mettre dans vos scénarios et comment ils peuvent devenir récurrents par une sorte de mini-scénario présent pour chacun d'entre eux. Chose plutôt chouette, on vous donne aussi comment, avec les scénarios qui sont déjà sortis à ce moment-là pour les scénarios indépendants, donc one shot de Delta Green, comment les utiliser et quel groupe peut être utilisé au fur et à mesure. Donc c'est plutôt malin et assez bien pensé. Donc par exemple, je sais pas, je regarde tout bêtement que dans Music from the Darken Room, qui est un des scénarios les plus connus, à savoir il y a une maison qui est hantée, l'agent Renko, qui est un russe, peut arriver et quasiment leur donner des indices en fait quand ils vont arriver à la Green Box, qui est la boîte, enfin une sorte de planque qui est utilisée par Delta Green avec des objets qui peuvent être utiles pour la suite de l'aventure. Donc on commence tout de suite. Donc ça c'est les différentes agences, des différentes personnes qui vont être liées. Donc la Prentice Society, le Dream Syndicate, la Witness Alliance, le truc de fertilité, New Life Fertility, le Centre pour enfants disparus, l'agent Renko et les Summer. On commence, il y a eu aussi l'idée de faire une campagne uniquement avec les éléments du labyrinthe, mais ça me semble un peu ambitieux, on va dire, parce que certains sont assez simples, alors que d'autres sont assez hardcore à gérer. On commence par le Centre pour les enfants disparus, qui est une organisation, donc c'est un allié, c'est une organisation en fait qui est faite pour aider les parents et les enquêteurs lorsqu'il y a des enfants qui disparaissent, tout bêtement. Donc à chaque fois l'histoire est un peu la même. Vous avez un point de vue général, l'histoire, comment ils sont organisés, et les différentes forces en présence, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs responsabilités, en quoi ils croient, et éventuellement à chaque fois à quel moment ils peuvent devenir des friendlies. Donc les friendlies, c'est des gens, donc c'est des amicaux, c'est des gens qui ne sont pas des agents Delta Green, donc qui ne sont pas des joueurs en fait, mais qui sont des gens qui potentiellement peuvent le devenir et qui peuvent vous aider. On vous donne les field operations aussi qui vont de concordance avec ce que peut faire concrètement l'organisation décrite. Et ensuite, on a des PNJ qui sont donnés, qui sont les personnes avec lesquelles les personnes importantes pour l'organisation et surtout pour interagir avec vos joueurs. Donc là, notamment, il y a un ancien flic qui était spécialisé dans les affaires sur les enfants d'Atlanta et qui vient bosser en renfort pour aider le CMC. Il y a d'autres personnes, donc notamment il y a une analyste et un tout jeune qui vient d'arriver. Et ensuite, le plus important, c'est ce qu'ils appellent la progression. Donc la progression, c'est comment, après avoir rencontré Delta Green pour la première fois, l'organisation va pouvoir revenir et qu'est-ce qui va se passer quand elle va revenir. Spoiler alert, en général, ça se passe très mal.
Donc là, ce qui se passe, c'est qu'au début, vous allez avoir donc Joe Dawant, le flic, qui va rencontrer les joueurs et qui va se retrouver forcément touché par le surnaturel. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, donc il y a plusieurs étapes. L'ancien flic va devenir obsédé par les joueurs, il va devenir obsédé par le surnaturel, et petit à petit, dans son esprit, au fur et à mesure justement qu'il perd un petit peu de la santé mentale, par exemple, il va se mettre en tête de devenir un vigilante. Parce que ce qu'on vous dit dans son historique, c'est que quand il était flic à Atlanta, il y a un type qui a été accusé d'être un serial killer, il a fait disparaître plus d'une vingtaine de gamins, et en fait, il était innocent. Et à la place, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est aperçu que certains de ses anciens collègues, qui étaient des flics, étaient complètement corrompus et ont aidé justement au meurtre de ses enfants, de manière indirecte, hein, bien sûr. Et ça devient une obsession, en fait. Et peu à peu, il se dit qu'en fait, ces mecs-là, ces anciens flics, qui sont à la retraite, hein, qui sont des grands-parents bien sous tout rapport, sont en fait membres d'un culte qui a sûrement été d'un des cultes que les joueurs ont vu précédemment. Et donc, la phase finale, concrètement, c'est après, alors qu'il essaie tout le temps de communiquer avec les joueurs au fur et à mesure, de s'intégrer sur leurs enquêtes, c'est carrément il va les prendre en otage, en fait, ces mecs-là, pour les faire avouer qu'ils font partie d'un culte. Donc il est pris en otage, la police arrive, il y a un sniper, et surtout, il veut potentiellement voir les joueurs. Donc là, ce qui est hyper compliqué, évidemment, c'est que Delta Green, la moitié du travail dans Delta Green, contrairement à l'appel de Cthulhu classique, c'est qu'il faut cacher vos preuves. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une menace, que la menace est arrêtée, il faut nettoyer derrière vous, parce que si jamais il y a des traces qui laissent penser à l'implication de Delta Green, ça vous fout dans la merde, et ça peut potentiellement affecter carrément votre travail avec Delta Green, vous laissant en fait sur le carreau. Donc le damage control en fait est hyper important par rapport au vieux Cthulhu. Et là vous avez un mec potentiellement qui était un friendly, donc qui était avec vous, qui était un de vos potes, qui sait des choses sur ce naturel, qui sait des choses sur vous, peut-être pas votre vrai nom, mais il sait certaines choses, qui braque en otage un mec qui a rien à voir avec qui est une ordure, mais qui a rien à voir avec le mythe de Cthulhu. Et c'est à vous en fait de comment vous gérez ça, parce que même si par exemple le sniper dégomme le gars, il faut que derrière vous arriviez à aller nettoyer tout ce qui existe, parce que le mec était flic, donc il a gardé plein de preuves chez lui. Il faut faire ça très très vite avant que justement le CMC soit impliqué et que le CMC implique les agents de Delta Green. Donc ça c'est plutôt pas mal, et on vous donne aussi en fin de chapitre, c'est un peu moins bien je trouve, mais c'est des connexions potentielles que vous pouvez faire, puisque c'est un labyrinthe, entre l'organisation décrite et une autre organisation présente dans ce livre. Le Dream Syndicate, donc le syndicat onirique, c'est un peu bizarre. Donc en gros, c'est exactement comme décrit l'image. Il y a des gens à travers les États-Unis qui ont tous eu un rêve récurrent du vol 370 de Malaysia Airlines, l'un des vols qui a disparu et qui, je crois qu'il s'est crashé en plein vol, c'était il y a quelques années. Et en fait, c'est des gens qui s'aperçoivent qu'ils ont tous un peu les mêmes rêves. Ils ont aussi un rêve d'être à la cour du tsar Nicolas II. Et ils ont aussi des rêves qui les envoient dans le futur, notamment ils voient les cafards de la nouvelle forme de la race de Gith dans leur rêve. Et donc, petit à petit, ils sont. Donc, c'est une jeune femme qui est étudiante en médecine, qui a décidé d'ouvrir un forum pour essayer de trouver d'autres personnes un peu comme elle. Et peu à peu, en fait, ils ont créé un gros forum avec plus de 3000 personnes potentielles qui y fréquentent. Et c'est à peu près tout. En fait, c'est assez simpliste en fait dans l'approche, c'est-à-dire que c'est pas. Ça va très sensiblement, c'est que on peut dire que les rêves, alors ça peut être un de vos joueurs par exemple qui fait partie de qui a ces rêves-là. L'organisation peut potentiellement vous aider en donnant des pistes assez simples. Là où le centre pour aider les enfants, c'est assez simple en fait, c'est-à-dire que si jamais il y a un enfant qui est disparu ou qui est kidnappé, comme par exemple dans le scénario qui est présent dans comment ça s'appelait dans les Sentinelles du Crépuscule, qui était le scénario de base qui comporte un enfant disparu qui réapparaît dans le bouquin de base du handler, là c'est pareil, c'est un peu plus difficile à utiliser, mais vous pouvez potentiellement, si un de vos joueurs est présent sur le forum, que certains des rêves soient en rapport avec une de leurs enquêtes. Il y a il n'y a aucune véritable piste qui est donnée sur l'origine de leurs rêves. Eux ont plusieurs idées, grosso modo. On vit dans la Matrix, où en fait c'est des aliens qui nous envoient des visions. Je pense qu'on peut suggérer qu'ils ont peut-être été possédés par la grande race de Gith, je sais pas. Enfin, après, c'est pas trop justement, ça reste flou. Et l'idée principale, donc, c'est qu'effectivement, comme je disais, il y a une jeune fille qui est la directrice de ce forum, mais il y a aussi un modérateur qui s'appelle Vega. Et en fait, Vega, qui était une sorte d'ancien troll façon 4chan,
est complètement tombé amoureux de cette fille qu'il ne connaît pas. Et donc ce qui est horrible, c'est que la progression, c'est qu'au début, le Vega rentre en contact avec les joueurs, il est super agréable, il est très sympa, et il les aide. Et il y a un moment, les joueurs vont essayer de le repousser pour pas qu'il ait, enfin, parce qu'ils n'ont plus besoin de lui, et il va essayer de les retrouver leur véritable identité, de les traquer. Peu à peu, il devient hyper hostile en fait, en cherchant carrément à révéler la présence des agents et potentiellement Delta Green au monde entier. Donc, bon, évidemment, vous êtes des gens de gouvernement, donc vous pouvez potentiellement vous débarrasser de ça, mais ça finit en fait à un tel point où tous ces sentiments amoureux refoulés vont arriver, il va faire un live stream pour aller kidnapper la fille et lui faire avouer, voilà, enfin lui dire ses sentiments, qu'il l'aime, et ça va être un live stream où il va justement mettre en scène la fin du Dream Syndicate, ce qui va impliquer les agents forcément, et là vous avez un live stream sur la tronche avec un gamin qui est potentiellement instable, qui a kidnappé une fille, et les agents sont mêlés là-dedans. Comment vous allez vous démerder, ça je ne sais pas. Donc c'est un petit truc, c'est pas la... Enfin, c'est très succinct, je pense que ça peut être utile pour un scénario, mais sans plus après, parce que sinon ça devient un peu trop récurrent. L'agent Renko, donc l'agent Renko, c'est quelque chose, enfin vous avez besoin de connaître un petit peu l'historique, soit dans le bouquin de base du Handler, ou si vous avez lu Countdown. Si vous vous rappelez, les Russes ont un équivalent Delta Green, qui s'appelle le GRE-8, le GRU, ou le SV-8, qui est l'équivalent de Delta Green qui a opéré depuis que Staline a utilisé, enfin que Staline a utilisé des ghouls, enfin bref, c'est un truc de fou. Et dans la première édition, à la fin, c'était juste des petits vieux qui étaient très très vieux, qui avaient des livres du Necronomicon et compagnie. Et leur truc, c'est qu'ils ils attiraient les sorciers pour leur dire ah, venez, on a des livres très intéressants pour vous, des ouvrages. Les sorciers se pointaient et à chaque fois, ils leur foutaient une balle dans la tête. Et c'était à peu près tout ce que faisait le GRU moderne. Sauf qu'en 20 ans, ça a changé. Grâce à notre ami, notamment Vladimir Vladimirovitch Poutine, donc le GRU a été un peu remodifié pour assurer un ascendant surnaturel à la Russie. Et ils sont beaucoup plus hostiles face à Delta Green et aux États-Unis, comme vous le savez tous. Donc ce qui se passe, c'est que l'agent Renko, c'est un des agents du GRU qui est déporté aux États-Unis et qui vit aux États-Unis. Et son truc, c'est qu'il connaît l'existence de Delta Green et il surveille un peu les agents. L'idée principale de Renko, c'est qu'il peut intervenir, enfin c'est vous qui déterminez en tant que maître du jeu s'il est ou pas, est-ce qu'il c'est un allié, est-ce qu'il manipule tout le monde, est-ce qu'il fournit des fausses informations, ça personne ne sait. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à un moment, il contacte les joueurs et il dit « Je m'appelle agent Renko, je vais me suicider dans 5 minutes, vous avez 1 heure pour me rejoindre, sinon je vais me foutre en l'air et je vais révéler l'existence de Delta Green au monde entier. » Donc vous allez sur place, et il vous demande en fait de l'aider sur un rituel pour empêcher des chiens de Tindalos de le bouffer. Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'agent Renko, entre-temps, il s'est mis en porte-à-faux avec une mafia russe qui lui a invoqué un chien de Tindalos sur la tronche. Donc vous avez le choix ou pas de l'aider. Effectivement, si vous ne l'aidez pas, ça peut partir en sucette. C'est à vous évidemment de voir ce que vous faites. Mais l'idée, c'est qu'on part du principe que vous allez l'aider à dégommer, à se protéger du chien. Et au fur et à mesure, il va. Donc, ses étapes à lui, c'est qu'il va vous. Après avoir joué la victime, il va vous filer des infos pour une étape supplémentaire pour vous aider. Et l'idée, c'est qu'à la fin, il va vous demander encore un gros service, c'est-à-dire que maintenant les chiens vont revenir. Il a besoin d'avoir un. Donc, il va vous. Enfin, pardon, je dis des bêtises. Deuxième étape, en fait, c'est qu'il va avoir une mission qui va être lui confiée par le GRU, qui va lui demander potentiellement d'enquêter quelque part où il ne peut pas aller. Et il va envoyer les joueurs. Notamment, donc ça a été écrit avant la guerre en Ukraine, mais il dit il y a un orphelinat qui est en Ukraine, il faudrait que vous alliez enquêter là-bas, parce qu'en fait il y a des enfants qui se font dans un orphelinat qui se font drainer par une couleur tombée du ciel. Voilà, ça c'est ce qu'il propose. Donc en fait il utilise les joueurs comme une sorte il utilise les joueurs pour résoudre des choses qu'il ne peut pas faire, donc il est à la fois leur allié et aussi un mec qui les manipule complètement. Et enfin, à la fin, il veut passer à l'ouest, concrètement, en faisant un rituel justement unique. Donc je crois que c'est graver un symbole des signes des anciens sur le corps pour éviter pour que les chiens de Tindalos ne viennent plus le croquer ad vitam aeternam. Donc en gros, l'idée c'est qu'il veut passer à l'ouest en donnant toutes les informations qu'il a à Delta Green. Donc voilà, c'est à vous de faire la négociation, voir s'il dit pas ou pas la vérité. Et si vous réussissez à faire le rituel, sachant que potentiellement SV8, donc le GRU, peut intervenir, vous pouvez dire non,
il peut se passer des choses un peu violentes. En tout cas, le rituel accompli, Rengo peut potentiellement effectivement être vraiment ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il a eu la chance de pouvoir changer sa vie, sachant qu'en plus il est homosexuel, ce qui pour nos amis de Poutine n'est pas terrible. Donc dans le meilleur des cas, en fait, il a réussi sa vie, il a donné ses informations à Delta Green, tout le monde est content, et il vit une nouvelle vie. Mais ça peut être aussi, en fait, il est monté en grade pour rentrer dans Delta Green, il se fait sauter avec du C4 lors d'une réunion Delta Green pour tuer le maximum de personnes, où il leur donne des informations qui sont complètement... en fait, il est toujours agent double, quoi, simplement. Ou alors, simplement, il est tué par une bagnole. Enfin, il est renversé par une bagnole et il meurt quelques mois plus tard. Et vous n'en savez rien de plus. Bon, un petit agent trouble assez intéressant. La Witness Alliance. Donc, la Witness Alliance, c'est un groupe qui est là pour aider, qui a été fondé par un latin américain transgenre en fait, qui cherche à aider pour empêcher les assauts sur les minorités aux États-Unis. L'histoire de la Witness Alliance est liée de très très près au culte de la transcendance. Le culte de la transcendance était un élément qui était dans Eyes Only, je crois, donc l'un des suppléments de la première édition, qui était une sorte de super méga culte de Nyarlathotep, qui cherchait à amener rapidement l'arrivée des grands anciens en corrompant, le monde de différentes manières. Donc il y avait des néo-nazis, il y avait, je sais plus, des gens qui favorisaient la pédophilie, enfin voilà, le truc crade et dégueulasse, il y en avait 5 ou 6, quoi. Et l'idée était que tous les chefs de ce culte-là étaient en fait, l'idée c'est que c'était en fait les anciens Illuminati, pour aller vite, qui s'apercevant qu'être Illuminati c'était pas assez, avaient décidé de servir Nyarlathotep. Et les chefs de ce culte, qui étaient des barons, je crois, étaient des petits vieux dans une maison paumée au milieu de la Suède, qui était en fait un portail dimensionnel. Donc vous entriez dans la maison, vous pouviez être téléporté à travers le temps et l'espace et perdu pour toujours. Donc, je n'étais pas très fan, je ne vais pas mentir, du culte de la transcendance. Je trouvais ça un peu débile et un peu comme un cheveu sur la soupe. C'était d'ailleurs, en fait, je crois, Greg Stolz, je ne dis pas de conneries, ou un autre mec justement qui n'était pas de Arc System, qui l'avait écrit, qu'il avait mis dans un placard pendant très très longtemps, qu'il avait ressorti, Delta Green, il dit bah, tiens, si vous utilisez ça, donc ils ont dit ok. Mais j'ai toujours trouvé que ça coïncidait pas trop, enfin, c'était un peu too much pour Delta Green. Enfin bref, peut-être que les dieux Cthulhuides m'ont écouté parce que dans la nouvelle version de Delta Green, ils ont décidé de rayer de la carte de la transcendance avec un assaut géré par Delta Green où ils ont détruit au moins physiquement la maison. Il y a certaines branches en fait de ce culte qui ont survécu, notamment les gens, les néo-nazis dont je parlais. Et c'est tout l'enjeu du Witness Alliance, c'est qu'en fait, ils enquêtent sur des réseaux d'extrême droite et d'alt-right pour essayer justement de les dégommer. Et ces gens-là peuvent être mêlés au scénario présentement dans la nouvelle version de Delta Green. Et c'est comme ça que vos joueurs s'y retrouvent. Sauf que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au milieu de cette association bienséante et très gentille, il y a un ancien agent de Delta Green qui travaille. Il y a un ancien agent de Delta Green qui travaille, et cet agent de Delta Green, il a participé à l'assaut contre le culte de la transcendance. Il s'appelle Guy Verny. Non, c'est Geoffrey Hawthorne, qui est un docteur, et il a ouvert une porte, en fait, avec l'assaut des mecs de Delta Green. Il est rentré, et il s'est retrouvé perdu dans le temps et l'espace, dans un lieu complètement démentiel, et il s'est retrouvé face à des créatures qui s'appellent les fiancés Nyarlathotep, qui sont en fait des morts vivants sans tête, qui se baladent avec un air avec des formes vaguement féminines. Et il a réussi à survivre, à sortir, et ses copains Delta Green ont dit « Mais t'étais où ? T'es disparu pendant 5 minutes. » Et lui, il avait disparu pendant 3 semaines. Donc il n'était plus apte au service, on l'a mis à la retraite, il est redevenu professeur à l'université et a continué de servir la Witness Alliance. Le problème, c'est qu'à côté, il y a une jeune fille qui bosse aussi au Witness Alliance, qui est en fait son amante, qui elle en fait a compris que les traumatismes et la folie qui avait dévoré Hawthorne venaient en fait, de Delta Green. Et donc elle est venue à créer une sorte de vendetta personnelle contre Delta Green. Donc ce qui se passe, c'est qu'évidemment vous allez contacter à nouveau Hawthorne si jamais vous avez besoin lors d'une opération. Hawthorne va repéter un plomb, enfin va petit à petit complètement péter un plomb par rapport au fait que vous le remettiez dans le mythe. Donc au début, il va juste vous dire « Oh, il faut impérativement que vous retourniez à Stockholm parce qu'il y a des documents qui sont très importants que j'avais laissés au niveau du quartier général du culte de la transcendance, il faudrait y aller. » Donc forcément, il va perdre pas mal de SAD, mais il va vous aider.
La deuxième étape, c'est qu'en fait, donc, Krieger, qui est la femme amoureuse de Hawthorne, va monter une sorte de fausse opération, enfin manipuler les mecs de Delta Green pour qu'en fait ils crachent le maximum d'informations sur eux à une tierce personne qui va donner ça à des journalistes. Encore une fois, couvrir ses traces, planquer son cul, damage control c'est très important. Et dernier stage qui est le pire, donc ça encore une fois, c'est ce qu'on vous décrit, c'est des stages qui peuvent arriver, mais ça peut très bien s'arrêter avant selon ce que font vos joueurs. Ça a de sens, c'est vraiment une escalade assez violente et généralement le stage 3, donc l'étape 3, c'est la pire du pire possible. Et donc la troisième, c'est en gros, le Hawthorne pète un plomb. Les agents vont chez Hawthorne et ils s'aperçoivent que ça pue le sang et en fait il a décapité Krieger pour en faire une sorte de fille enseignée à Totep et voilà quoi, c'est injuste et sa tête n'est jamais retrouvée. Donc encore des belles histoires bien glauques et on arrive je crois sur le must qui est quand même on décale la moitié du bouquin mais ça c'est le must. Les antagonistes avec New Life Fertility. Alors, avec un nom comme ça, vous doutez bien que ça va impliquer Shub-Niggurath, et vous avez bien raison. New Life Fertility, c'est l'histoire d'une jeune femme qui était chimiste, qui, durant ses études, a été faire de l'escalade et s'est retrouvée dans une cave, de la spéléologie, pardon, et s'est retrouvée dans une caverne en Nouvelle-Angleterre où il y avait de l'eau un peu bizarre blanche, comme du lait. Elle a piqué une tête dedans, et c'était, je vous le normine, du lait de Shub-Niggurath, ce qui fait qu'elle est ressortie de là. Elle est tombée mystérieusement enceinte alors qu'elle était vierge. On lui a retiré son bébé qui est sorti très, très vite, et son bébé ressemblait à ça, très moche. Donc elle a oublié tout, on a plus le bébé, et elle s'est dit, en se réveillant, on se dit quand même, et tout, c'est assez fascinant ce truc-là. Elle y est retournée, et elle a utilisé ce lait Nyarlathotep, enfin le lait du Shub-Niggurath, pardon, pour aider à fertiliser des femmes qui n'étaient pas, qui ne pouvaient pas concevoir. Entre-temps, elle a compris que justement, elle avait bloqué tous ces éléments. Quand elle a aidé en fait, le premier enfant à accoucher, elle s'est aperçue que l'enfant n'était pas complètement humain. Donc, il avait l'air humain, mais il y avait quelque chose qui clochait. Elle a eu une révélation, elle a perdu toute sa santé mentale, et elle est retournée dans la caverne pour, en grosso modo, devenir une sectatrice de Shub-Niggurath. Et là, c'est Happy Fun Time. Donc, comment vous expliquer? Donc, en gros, vous avez cette dame qui a permis à des femmes d'avoir des enfants. Ces enfants sont en fait pas des humains, mais sont des premières générations. C'est un peu comme les Jane Stealer dans Space Hulk. C'est des premières générations d'enfants de Shub-Niggurath qui peuvent, après, qui ont un instinct de se reproduire avec d'autres enfants Shub-Niggurath. Et s'il y a deux enfants Shub-Niggurath qui se reproduisent ensemble, ça crée un truc dégueulasse, ça crée des créatures encore plus mutantes, voire carrément des vrais rejetons Shub-Niggurath, donc vous savez, l'espèce de baobab mutant dégueulasse, imbutable. Et donc vous avez, cette dame McDonald n'est pas complètement folle, parce qu'il y a des années qui sont passées. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a uniquement sélectionné les dossiers des gens les plus riches pour que justement les enfants de Shub-Niggurath générés par New Life Fertility soient dans des familles très riches, ce qui permet en fait d'éviter des études du gouvernement, voir un peu ce qui se passe de trucs bizarres, de cacher les preuves que génétiquement ils ne sont pas pareils, et en plus d'assurer une sorte de nouvelle master race, si je peux dire, si vous me passez l'expression, qui va s'étendre encore et encore. Et à chaque fois qu'il y a des enfants qui naissent, quand ils ont 7-8 ans, on leur lave le cerveau en disant vous êtes des sectateurs de Shub-Niggurath, il faut que vous répandiez cette nouvelle race à travers le monde. Donc c'est génial, c'est super cool. En fait, donc ils sont très riches, ils ont plein d'avocats. C'est super, hyper fun. Et pour qu'on donne tout, ils ont consacré une sorte de sanctuaire à Shub-Niggurath. Ils ont planqué un grand yacht devant parce qu'ils sont très très riches. Et au niveau de l'entrée du sanctuaire, il y a un rejeton Shub-Niggurath, parce que tant qu'on y est, pour protéger le temple. Donc vous allez me dire, c'est sympa ton truc, mais qu'est-ce que nous on va bien faire là-dedans? Effectivement, c'est un antagoniste très très compliqué à faire, puisque vous avez la généticienne, vous avez la première génération d'enfants qui sont qui sont complètement fous, mais qui sont très très riches, vous avez la seconde génération d'enfants qui sont des gamins, et vous avez Caprus, qui est l'espèce de créature dégueulasse qui a été reconçue donc, par la généticienne, qui est un vrai rejeton Shub-Niggurath. Et du coup, c'est le Far West, c'est-à-dire qu'en gros, le seul truc que vous pouvez potentiellement faire, c'est au début, vous enquêtez, donc c'est pas mal, c'est qu'ils mettent des pistes en fait pour les antagonistes en tout cas. Il y a des entry points qui vous permettent de lier d'autres opérations, vous donner des pistes par rapport à ce qui se passe pour rentrer sur l'adversaire. Par exemple, là, c'est P6 qui peut, le Delta Green anglais qui peut vous ramener là-dedans. Et au fur et à mesure, vous allez enquêter, vous allez vous prendre des
des blocages d'abord légaux, puis après vous allez prendre des blocages, ils vont envoyer des mercenaires pour vous buter. Et à la fin, c'est le Far West, c'est opération défoncer le bateau, parce qu'il y a des nouveaux enfants qui vont se faire laver le cerveau. Et c'est cow-boy, quoi. En gros, c'est vous y allez, potentiellement, si vous arrivez à le bateau, c'est bien, mais il reste le temple. Mais l'idée principale, en fait, c'est d'essayer d'éviter de faire fermer New Life Fertility, mais ça vous laisse quand même avec des enfants qui sont fait laver le cerveau, il y a une centaine d'enfants qui sont fait laver le cerveau à travers le monde, et qui vont répondre la bonne parole sur Shumi Gorath. Et ça, pour vous en débarrasser, vous allez pas mal vous marrer. Un truc qui est pas mal aussi, c'est que dans les antagonistes, qui vaut toujours quand même une faiblesse dans ces cadres-là, c'est que l'un des enfants de première génération était très amoureux de sa sœur, forcément, inceste, mais elle refusait de se donner à lui, parce qu'ils veulent quand même préserver un peu la différence génétique, j'imagine. Et donc, il peut potentiellement péter un câble à la fin, parce qu'il n'accepte pas que sa sœur soit, entre parenthèses, la mère d'un millier de rejetons. Donc, il y a des petites pistes comme ça, il faut vraiment lire le bouquin, parce que c'est jamais donné comme ça, boum, en plein visage, mais il y a moyen quand même de trouver des pistes. Et encore une fois, cette étape 1, 2, 3, c'est vraiment une escalade qui ne tient qu'à vous d'arrêter plutôt de faire mourir dans la fond, on sait jamais. The Lonely, donc les solitaires, j'ai pas trop aimé. Enfin, c'est du Astur, c'est du roi en jaune. Je suis pas un grand fan du roi en jaune, donc mais j'ai pas envie non plus de cracher sur le bouquin. Donc en gros, c'est un peu comme le Dream Syndicate. C'est des gens qui sont seuls vraiment dans le monde. S'ils s'énervent, enfin si certains d'entre eux en fait rencontrent en contact avec un individu sur internet qui s'appelle Captain Sunshine, donc Captain Rayon de Soleil, qui est en fait un mec possédé par Astur, qui va communiquer avec eux pour leur expliquer que le monde c'est de la merde et patati et patachmol, et ils vont devenir les Grimm, donc les tragiques, quoi, les funestes. Donc les funestes, là, c'est plus juste des lonely, c'est des gens qui se mettent à stalker carrément les gens qu'ils pensent être la source de tout leur monde. Donc ça peut être des migrants, ça peut être des amours contrariés et compagnie, et certains de ces funestes, de ces Grimm, encore contactés par Captain Sunshine, deviennent des Furious, donc des furieux, qui là vont les tuer, carrément l'objet de leur haine, quoi. Et potentiellement, il y a toujours un Captain Sunshine. C'est-à-dire que si vos joueurs, et c'est l'idée principale, arrivent à contrecarrer et trouver Captain Sunshine, ce qui ne doit pas être si compliqué que ça, puisque c'est une personne physique, ils ont toujours le problème d'avoir le fait que Captain Sunshine va se réincarner quelques semaines plus tard et que l'ancien hôte de Captain Sunshine ou de Astur aura tout oublié. Donc voilà, c'est pas... Je ne sais pas transcender, oui, forcément, il y a un bouquin, donc il y a un bouquin magique qui apparaît, donc ça, on va pas sur du roi en jaune sans ça. Donc je sais pas trop, après ça peut être une sorte de mini-scénar aussi à utiliser, mais il n'y a pas vraiment, encore une fois, c'est comme dans tous les scénarios de ce nouveau Delta Green, il n'y a jamais vraiment de bonne solution, il n'y a jamais vraiment de happy end à la fin, quoi. Le seul happy end que vous pouvez avoir, c'est au moins d'avoir temporairement réussi à fermer quelque chose pour quelques semaines. Donc il y a beaucoup d'exemples à chaque fois de Lonely, de Grimm et de Furious. L'idée, où effectivement, c'est que les joueurs se retrouvent mêlés là-dedans, parce qu'à la fin, les Furious les prennent pour cible. Donc ils ont des espèces de psychopathes qui viennent les chercher quand ils sont avec leurs femmes et leurs enfants pour essayer de les buter au moment où ils sont les plus exposés. Donc voilà, avec les progressions. Ensuite, les Summers, qui est peut-être le truc le plus bizarre, le plus classique et à la fois le plus bizarre. Donc les Summers, en fait, c'est des... Faut s'accrocher, alors c'est bien le look. Donc les Summers, l'idée là-bas, c'était un mec qui était étudiant, voire prof en théologie, qui, comme un couillon, a récupéré un bouquin pour invoquer Nyarlathotep. Ce qu'il a fait, il ne savait pas que c'était Nyarlathotep, et en fait, il a vu en face de lui un ange qui s'appelle Azazel, qui était très beau, androgyne et patati et patachmol. Et Azazel lui a dit, moi je suis un sin eater, donc je suis un mangeur de péché. Le sin eater, c'est quelque chose qui est très récurrent dans la religion protestante. En fait, c'est l'idée qu'il y a des gens qui dévorent en fait littéralement le péché des autres pour que les autres redeviennent purs. Et il a dit, tu peux, moi j'ai pris en main tous tes péchés. Il suffit que tu m'égorges, en fait, grosso modo, pour que tous ces péchés disparaissent. Et même si tu m'égorges pas, c'est pas grave, je vais quand même te bénir, quoi. Donc tu auras accès à à quelque chose d'extrêmement positif, à une sorte de chance, quoi. Donc le gars pète un plomb, forcément, finit par égorger l'ange, qui est un Nyarlathotep déguisé. Et il réapparaît 8 ans plus tard en ayant créé, au fin fond, je crois que c'est près de Gary, Indiana, donc nos amis de Vampire la Mascarade, première édition Impression, qui, donc c'est une zone complètement défavorisée,
Et il a créé une sorte de communauté quasiment amish, religieuse, qui s'appelle les Semeurs, qui vénèrent Jésus, tout va bien, Monsieur le Marquand. Et tous ces gens-là vivent avec leurs femmes, mais ils n'ont pas d'enfants. Tous les gens sont en général, enfin tous les nouveaux, disons, aspirants de cette communauté viennent écouter les prêches extrêmement forts donc, de Marc le créateur. Et d'un autre côté, ils arrivent tous en fait en voulant quelque chose, quoi, parce qu'il leur manque, il leur manque l'amour, il leur manque la richesse, tout. Et peut-être que cette organisation peut leur apporter quelque chose. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils ont différents tests à accomplir, comme dans une secte. Et le dernier test, c'est de rencontrer en fait l'ange Azazel et de lui égorger, en fait, de lui trancher la gorge. Et en lui tranchant la gorge, non seulement il accepte leur péché, mais eux vont être bénis par une sorte de chanson naturelle qui leur permet de trouver une femme. Parce que il y a tout ce côté aussi incel, enfin, avec la femme qui est, enfin, c'est littéralement dit dans le texte, la femme qui est possédée par l'homme. Enfin, c'est encore une fois Delta Green. Enfin, cette nouvelle version de Delta Green est très très forte parce qu'elle utilise beaucoup de thèmes et de concepts qui sont propres à l'Amérique moderne, et j'ai envie de dire au monde moderne, quoi, tout en restant un peu sur la gamme horrifique, évidemment, parce qu'il y a toujours du Cthulhu ou du univers de Dead qui se cache derrière. Donc l'idée, c'est que ils récupèrent, grâce à cette chanson surnaturelle, ils récupèrent une femme très rapidement, et ils vivent tranquillou dans leur grande, dans cette espèce de grande communauté agraire, avec des récoltes et des prêches pastorales. Évidemment, vous vous en doutez, il y a un truc assez terrible, c'est qu'ils sont obligés de faire des prières à Jésus qui sont en fait des rituels, qui permettent d'alimenter, j'imagine, la totale, j'en sais rien, qui en fait, ces prières drainent leur conjointe, en fait leur épouse, de leur énergie, ce qui fait qu'il n'y a pas d'enfants en fait. Quasiment tous les enfants sont des fausses couches. Et les femmes sont complètement drainées en fait de leur pouvoir. Donc c'est absolument glauque, c'est dégueulasse. Et là, c'est assez subtil. C'est pas aussi bourrin que New Life, mais il faut faire attention parce qu'évidemment les joueurs tombent là-dessus, vont comprendre qu'il se passe quelque chose d'hyper glauque, et il va falloir un peu se démerder parce que c'est une gentille communauté religieuse en apparence. Il faut pouvoir arrêter tout le monde, sachant que tous les coups ils peuvent faire appeler les avocats, ils ont une chance naturelle, et vous avez beaucoup de... Donc il va falloir être très très malin et rusé pour éviter justement de se faire coincer, et que les semeurs disparaissent pour aller par exemple comme les scientologues dans notre pays. Donc au début vous êtes invités, tout se passe très bien. Et très rapidement, vous pouvez voir, parce que généralement, l'entrée, c'est qu'il y a un ancien mec qui a raté qui n'a pas osé en fait égorger Azazel, qui se fout en l'air parce qu'il a pété un plomb, quoi, simplement. Et c'est à vous un peu de gérer justement les différentes étapes pour enfin en finir, si possible, avec les semeurs. Et le final est assez cruel, puisque normalement, donc, vous avez, si vous tuez Mark Brand, donc le méchant, en fait, l'agent qui a tué Mark Brand se retrouve face à Azazel, qui vient le voir dans un moment de faiblesse, et qui lui fait le même speech en fait, que Mark pour essayer de lever le cerveau. Il lui dit de toute façon, soit tu acceptes de m'égorger, et je prends tes péchés, donc tu acceptes en fait, le fait que tu as égorgé quelqu'un et que ça va te rendre fou, soit tu pars, ou tacitement tu acceptes en fait, mon existence et la bénédiction que je te donne, sans me tuer. Et donc en fait, tu as vendu ton âme quelque part à moi. Donc en gros, c'est soit tu le fais, t'es baisé, soit tu le fais pas, t'es baisé. C'est un peu glauque. Mais c'est Delta Green, vous en doutiez. Prana Sodality, c'est peut-être l'un des plus intéressants, mais ça demande beaucoup de boulot, parce que c'est pas juste une organisation, mais c'est aussi une région, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une ville étrange qui s'appelle Staunton, dans l'État de Washington, où tout va mal, où les gens sont tristes, il fait gris, où il y a du plomb et du mercure dans l'eau, enfin voilà, c'est l'enfer, quoi. La ville est pourrie, la zone est pourrie. Et quand vous enquêtez, vous apercevez que même les Indiens qui vivaient ici il y a très très longtemps, ça n'allait pas très très fort pour eux. Et c'est là où décident de se mettre en place. En plus, il y a des brillances, donc c'est de trucs un peu bizarres qui apparaissent, des fois des distorsions de réalité, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc il y a tout ce qui s'est toujours passé ici, c'est mal fini. Il y a une mine qui s'est ouverte, tout le monde s'est entretué, les Indiens ils ont disparu. Bref, c'est un peu le dawa, et c'est là où choisit de se mettre en place la Prana Sodality, qui est une sorte de Hare Krishna, une organisation un peu New Age. Donc les organisations New Age, c'était un grand classique des Delta Green première édition, qui ont un moyen de méditer et de faire partir en fait tout ce qui ne va pas chez vous. Sauf qu'en fait en méditant et en essayant d'utiliser des machines qui a été mise en place en fait par le fondateur de la Prana Sodality, oui vous êtes purifié, oui vous vous sentez mieux, mais vous devenez lentement mais sûrement un sociopathe. Ce qui peut vous amener justement à une absence totalement d'empathie, à vouloir tuer des gens, enfin c'est un véritable cauchemar.
Et en fait, la raison pour tout ça, c'est parce qu'en fait, il y a un Yogor qui se balade tranquillou dans la région depuis très très longtemps et qui se nourrit en fait des énergies de tout le monde. Le principe du Yogor, c'est que c'est une entité extrêmement glauque qui peut drainer les gens qui se nourrit en fait d'énergie négative et qui peut rendre les gens complètement fous. Donc voilà, il y a une description vraiment de toute la région avec la ville, le laboratoire de la Princess Deity, la mine, enfin il y a tous les éléments dont j'ai parlé un petit peu avant sont présents. Avec un gros historique, c'est peut-être la. Ouais, c'est vraiment, je pense, la quasiment la réalisation, il y a le plus gros boulot qui a été fait sur le tout le bouquin. Et ça paye parce que c'est vraiment sympa et intéressant à lire. Surtout que les Yogors, en général, c'est pas des choses qui sont faciles à placer, puisque c'est des créatures assez puissantes. Là, l'idée, c'est pas d'affronter le Yogor directement, mais d'au moins essayer de détruire la machine ou faire en sorte que la Pranda Solidarity soit mis hors de contrôle. Parce que sinon, ça veut dire que vous pouvez potentiellement aussi que le vortex, donc qui fait le contrôle avec le Yogor, puisse être activé, et vous devenez aussi complètement fou et sociopathe. Bref, c'est que du bonheur. Et comme vous en doutez, en fait, les progressions viennent du fait qu'il se passe un truc terrible à Stanton, que les joueurs vont enquêter, et tombent peu à peu sur le fait que, effectivement, il se passe un truc terrible. Et le but, c'est à la fin d'éviter que la machine soit réactivée et que tout le monde soit arrêté avant que, justement, il y ait des massacres qui soient commis. Et ça se finit dans un silo d'ailleurs, dans un final assez époustouflant. Je pense qu'ils auraient dû vraiment faire un vrai scénar par rapport à ça, juste plutôt qu'une organisation. Mais ça, c'est mon avis. Donc voilà, c'était Le Labyrinthe, qui est un supplément d'organisation, à la fois des alliés et des antagonistes. Un bouquin assez particulier, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, à l'exploiter, je pense que c'est plus compliqué. C'est vraiment comme saupoudrer, enfin c'est comme utiliser du sel ou des épices dans un plat. C'est-à-dire que votre plat, c'est votre scénario. Et vous dites, tiens, ça manque un peu de piquant, ou ça manque un peu de substance. Donc là, vous pouvez utiliser une des organisations, et l'idée, c'est que quand vous avez une organisation qui est utilisée, de la faire revenir plusieurs fois pour qu'elle devienne elle-même l'enjeu d'un scénario final avec le mode d'escalation, en fait, donc la graduation ponctuelle dans les événements pour arriver toujours à un summum, évidemment horrifique, puisque nous sommes dans Dota Green. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous laissera méditer. Si jamais ça sort en français, peut-être que vous l'acheterez. Et c'est tout. Allez, salut!